Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le lundi 14 avril, il est 14h23 et les futurs américains sont en hausse, de même que les indices européens, suite à de nouvelles annonces d'exemption tarifaire des smartphones ce week-end par Donald Trump. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à activer les notifications si vous le souhaitez. Et puis aussi à nous suivre sur nos comptes Twitter respectifs. Merci encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux à partager et à liker ce contenu. Ça permet, comme vous le savez, de le valoriser. Un début de semaine avec un peu de mieux, comme la fin de la semaine précédente, des éléments de stabilisation sur le marché. On va le voir avec quelques zones d'inquiétude et d'ombre dans le marché. C'est bien du côté du forex et de l'obligataire que les choses se jouent aussi. On a connu quelques tensions qui ont l'air de se stabiliser un peu pour le moment, mais prudence, d'autant plus qu'on entame la saison des publications trimestrielles des entreprises et que le contexte, dans ce contexte, hein, encore une fois, les acheteurs, les mains fortes du marché vont vouloir décider d'entrer ou pas sur le marché en fonction de publications d'une part, mais surtout de perspectives, et il va être compliqué pour les entreprises de donner des perspectives dans ce contexte de incessantes annonces et revirements d'annonces, donc un contexte qui s'annonce encore compliqué, avec encore de la volatilité à venir, et une saison de publication qui va être particulièrement chahutée. Pour ce qui est du calendrier, on va commencer par ça, on regardera ensuite les intérêts sur les marchés dérivés, puisqu'il y a des éléments intéressants à regarder. On aura donc on a eu déjà Goldman Sachs aujourd'hui qui bat les perspectives. Demain mardi, indice d'inflation en France. Et puis ce soir après clôture, LVMH va publier. On ira voir le graphique du titre. Et puis Publicis demain. Johnson Johnson et Bank of America demain soir aux États-Unis. Et puis mercredi, indice d'inflation pour l'Europe. Vente au détail aux États-Unis, ça va être le gros chiffre d'inflation de la semaine à surveiller. Et puis la publication d'Edenred en France et d'ASML sur le Xetra. Et puis on aura jeudi l'indice, la réunion de la BCE, donc évidemment, élément important pour l'évolution de la politique monétaire. Et puis comme publication, Hermès, L'Oréal, Pernod à Paris, et puis Netflix à Wall Street. Mais ce sera aussi une semaine technique, puisque c'est l'échéance des marchés dérivés qui se tiendra jeudi cette semaine, exceptionnellement, puisque vendredi étant le vendredi saint, c'est un vendredi férié pour les marchés boursiers. Donc pas de bourse vendredi et lundi pour les principales places boursières. Et dans ce cas-là, l'échéance des marchés dérivés est décalée au jeudi précédent, donc ce sera jeudi prochain. Donc attention aux expirations. Une semaine qui va être, en plus d'être animée par les publications d'entreprises, par les annonces inattendues et attendues, et par cet aspect technique sur les marchés dérivés. Alors justement, à propos des marchés dérivés, on a un contexte pour l'instant de rachat de short globalement. On peut le voir sur la semaine dernière. La position ouverte s'était vraiment effondrée sur les indices européens. On avait à la semaine dernière, vendredi dernier, le 4 avril, 184 000 contrats futurs ouverts en tout sur le CAC 40, il n'y en a plus que 160 000 à vendredi soir, donc vendredi 11 avril. Les opérateurs sont vraiment sortis du marché, quel que soit le sens, et notamment après une pression baissière et un rachat de short et un gros contre-pied, évidemment au cours de la séance brutale de hausse du 9 avril, la séance de jeudi, post-annonce de mercredi soir de ces 90 jours de pause de Donald Trump. Donc pour l'instant, intérêt en retrait, un ratio de couverture qui reste encore bien prudent. Et en revanche, en Europe, que ce soit sur l'indice CAC 40 ou sur l'Eurostoxx, on n'est plus à ces niveaux d'extrême. On avait des niveaux de 4 options de vente pour une option d'achat ou 6 options de vente pour une option d'achat sur le CAC 40. On est plutôt à 2, 2,5. Ça reste des niveaux de prudence quand même sur le ratio de couverture. Même comportement pour la position ouverte sur l'Eurostoxx. On avait 2 523 000 contrats ouverts le 4 avril et le 11, on n'en avait plus que 2 433 000 avec un énorme rachat de short, 4% de baisse de la position ouverte au cours de la séance pardon, oui, 4% de baisse de la position ouverte au cours de la séance du rebond de la semaine dernière. Donc, des opérateurs qui ont été pris à contre-pied, c'est ce qu'on avait évoqué ensemble, cette possibilité. On voit que dans les jours suivants et au cours de la petite baisse de vendredi, on n'a pas eu de pression baissière complémentaire. Donc, des opérateurs qui sont plutôt en retrait, et c'est ce que l'on pressentait un peu dans ce contexte plus difficile à lire, eh bien, des investisseurs qui ne vont pas prendre beaucoup d'initiatives, même si on voit quelques arbitrages et même s'il y a quelques signes intéressants graphiquement. On va tout de suite passer à la lecture de notre indice S&P
500 en hebdomadaire. On a sur le graphique toujours donc cette grande réaction sur le niveau de support et sur la zone cible hein, qu'on avait indiqué les 50 à 60% de retracement de Fibonacci de toute la hausse qui était active depuis octobre 2022. Eh bien, c'était 50% à 4800 points et 60% à 4500. On s'est arrêté un petit peu au-dessus, pas très loin. On peut peut-être considérer qu'on a formé un point bas pour l'instant. Maintenant, il va falloir cependant reconstruire. L'élément intéressant dans le rebond de plus de 5% de la semaine dernière sur le S&P, 5,70%, c'est qu'on a formé ce qu'on appelle une pénétrante en hebdomadaire. La bougie de baissière de la semaine du 31 mars, eh bien, on a ouvert plus bas la semaine dernière, donc la semaine du 7 avril, avec donc des vendeurs qui avaient toujours la main et puis un gros contre-pied des acheteurs et on revient déborder la médiane de la bougie précédente, donc toujours ce principe de reprise en main par les acheteurs. Et donc si on regarde les 50% de la bougie de la semaine précédente, on voit qu'on a clôturé au-dessus de ce niveau qui est aux alentours de 5300 points. On a bien réussi à clôturer au-dessus de ce niveau clé. Donc pénétrante haussière, c'est un signe de reprise en main par les acheteurs. On a des volumes qui ont été corrects, mais pas beaucoup plus importants que dans les mouvements de baisse. Donc, un mouvement de contre-pied et un aspect technique aussi, un mouvement brutal aussi. Donc, peut-être, c'est ce qui me semble le plus probable à court terme, un moment de stabilisation sur les indices dans ce contexte de grande volatilité. Quand on zoome en journalier sur le S&P, tant qu'on est installé au-delà de 5258, on a des chances de former une structure de réactivation haussière. On peut y voir donc déjà d'une part le comblement du gap du 4 avril, et puis pourquoi pas aller former une petite latéralisation avant peut-être une réactivation haussière. On va voir donc jusqu'à 5504, ça va être le niveau clé, latéralisé pour former pourquoi pas une tasse et une anse. Ça, ce serait un bon signal puisqu'on latéraliserait, il y aurait une petite zone d'accumulation avant de repartir franchement à la hausse. Si on déborde ces niveaux, bah, vous avez les résistances qui sont situées ici, 5638, 770. On sortirait au débordement de 5770 de l'alerte de court terme. La zone d'alerte de moyen terme, on est en plein milieu pour l'instant, et l'alerte de long terme, bien entendu, elle est sous ces niveaux-là que nous avons préservés pour le moment. Ça, c'est le scénario positif, difficile de ne pas évoquer, de ne pas envisager le scénario d'un repli. Tant qu'on est au-delà de 5258, on reste dans cette latéralisation, donc ça, c'est le scénario probable, 5258, 5504 sur le S&P pendant quelques temps, pour ressortir à la hausse. Si on rompt, eh bien, on rompra probablement relativement rapidement. Alors, on a toujours ces tensions sur le 10 ans américain. Et donc on a ce risque d'accélération baissier sous 5258 pour retourner chercher les supports, hein, 5152, 5057, et puis la zone autour des 4800 points, 4800, 850 points, qui seront des cibles très probables en cas de rupture de 5258. Donc on est en train de stabiliser. Ça n'est pas acquis. Encore une fois, on voit beaucoup de nervosité, beaucoup de volatilité dans ce marché. Exceptionnellement, je le fais rarement de vous montrer autre chose. Je vais vous montrer le 10 ans, qui est le nerf de la guerre en ce moment, le 10 ans américain. Il est dans cette grande structure en triangle. Il cote pour l'instant 4,47. On a 4,44,7. On a eu un vrai crack hein, la semaine dernière avec un passage de 3,87 à 4,50. Il faut comprendre que sur l'obligataire, un mouvement d'un tel décalage sur le marché obligataire est assimilable à un crack pour ceux qui connaissent plus les marchés actions. Le mouvement peut paraître petit, mais sur l'obligataire, qui est un marché beaucoup plus large, c'est important. Alors, il y a plusieurs idées. Est-ce qu'il y a des dégagements, une diminution de la confiance dans les États-Unis, auquel cas, eh bien, le risque, c'est d'accélérer à la hausse et donc de sortir de ce triangle, de cette congestion, avec eh bien, au débordement de 4,70 pour la semaine, 4,70, 4,75, eh bien, un risque d'accélération aussi qui serait très dangereux pour les marchés, avec en mire, hein, si on duplique cette figure, des cibles qui se situeraient au-delà des 5, qui pourraient mener jusqu'à 5,60. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui se produira. On évoque aussi la possibilité de fonds et d'arbitragistes qui se sont bien fait coincer par cette accélération et sont sortis brutalement de position. C'est une des possibilités, c'est pas certain. En tout cas,
C'est ici qu'il faut regarder et donc le débordement et le retour au-delà des tops de la semaine dernière autour de 4,60 et puis 4,70 ensuite. Si on revenait à se réinstaller sur le 10 ans en dessous de 4,30, on pourrait considérer qu'il y a une vraie détente. Pour l'instant, on est vraiment entre 4,30 et 5,70 dans une zone d'incertitude, 4,70 dans une zone d'incertitude. Et pour l'instant, on est revenu assez brutalement contre la partie haute et donc encore une fois des risques de réactivation haussier sur le 10 ans qui sont donc très dommageables pour les marchés. Voilà, petite parenthèse que je voulais vous montrer parce que ça fait partie des éléments qui sont à surveiller évidemment dans ce contexte. Donc l'issue et la sortie de ce range dépendront de l'évolution sur les taux très probablement. Donc, encore une fois, réactivation haussière, pourquoi pas ta séance et on va voir le reste. Alors, si on veut regarder, du côté du Nasdaq, on ira voir la volatilité ensuite parce que, pareil, on a des éléments intéressants. Bien le Nasdaq, hein, il est allé buter sur la barre de base du triangle, inversé qu'on avait indiqué ensemble. Je vais enlever, je le fais à chaque fois et je n'enregistre pas, pardon, quelques traits de court terme. On a réussi à réintégrer 18 400 points, c'est vraiment un niveau charnière. On peut continuer cette zone 18 400, 18 310 est vraiment le niveau à préserver pour bien aller rechercher cette zone clé de résistance 19 350, 19 514 et considérer qu'on sort de l'alerte dans laquelle on se trouve. Donc pour moi, on est toujours sous des niveaux d'alerte. On n'a pas encore invalidé les choses. Maintenant, on peut reconstruire et on sait que eh bien, Apple est attendu en forte hausse aujourd'hui. Donc des mouvements techniques, encore une fois liés à des effets d'annonce. Donc prudence de voir comment les choses se construisent et encore une fois comment va se passer la saison des publications trimestrielles des entreprises. On est toujours dans un contexte de grande volatilité, de grande incertitude. On voit les contre-pieds liés à l'annonce, 12% de hausse, même un peu plus sur le Nasdaq 12,60 et avec un repli très marqué qui est allé sous les 60% de retracement ensuite. Donc beaucoup de volatilité toujours, mais quelques signaux d'amélioration peut-être. On va le voir si on a eu aussi en hebdomadaire sur le Nasdaq cette pénétrante haussière, un même mécanisme. On ouvre plus bas que la bougie de la semaine précédente et on va clôturer plus haut que la médiane. Donc ça c'est un signal important, mais on voit qu'on est toujours capé par ce niveau de résistance, cette zone de résistance 19 275 en haut, 19 514 et en bas 18 400. Je prends des niveaux qui sont larges, mais compte tenu de la volatilité actuelle, c'est nécessaire d'ajuster et on va voir donc si on reste bien dans cette zone-là et c'est la sortie de cette zone-là qui nous en dira beaucoup plus pour la suite. Alors du côté du VIX, on a, eh bien, on est sorti de la zone de panique ce matin, mais on est sorti, quand on regarde en journalier, avec un nouveau gap baissier cette fois-ci, que je n'ai pas pointé encore ici, qu'on va mettre là. Donc on est vraiment entre deux eaux, beaucoup de gaps sur la volatilité, une volatilité qui se paye cher encore, hein, 33, 20 pour l'instant, et puis ces gaps laissés ouverts en bas ici et là. Donc on sait que tous les gaps sont comblés sur la volatilité, on se retrouve entre deux eaux et c'est la même lecture que pour les indices, hein. Évidemment ça reste toujours très cohérent. Est-ce qu'on va aller combler ce gap qu'on a laissé ouvert assez rapidement ce matin et donc se retendre un peu sur les indices ou aller eh bien repayer et aller combler les deux gaps qu'on a laissés en bas. Le scénario est encore une fois assez ouvert. C'est le complément du premier des gaps qui nous en dira le plus. Pour l'instant, on se détend et les indices ont l'air de vouloir repayer, donc pourquoi pas un mouvement de hausse en faveur de la baisse de la volatilité et donc d'aller combler ces gaps-là. Mais attention, on aura ce gap laissé ouvert ici, donc un mouvement de tension à prévoir. Autant dire, quand on regarde ces graphiques, qu'on va avoir encore de la volatilité, c'est à peu près certain. Le scénario idéal, ce serait qu'on rebondisse un peu, donc on rebaisse un peu sur les indices et qu'on rebondisse un peu sur la volatilité, qu'on aille combler le gap pour se redétendre ensuite. On avait indiqué un C-mèche haute systématique contre les niveaux de résistance majeure et des niveaux de tension importants autour de cette zone 55, 56, 50, entre 50 et 56. Donc systématiquement des niveaux plus bas et pour l'instant une volatilité qui se détend encore. On reste quand même à 33 de volatilité sur un niveau d'alerte fort. Alors on va aller voir quelques tech étrangères américaines qui ont formé des configurations de bougies intéressantes. On en a plusieurs. J'ai relevé quand même des avalements haussiers sur Alphabet, pour commencer par Alphabet Google. Donc, Alphabet, on peut dézoomer un peu. Hein, le titre avait bien largement
consolidé par rapport à ces points hauts. On avait rompu ce niveau de support clé, je supprime l'ellipse maintenant, à 163,10. Reste que si bien vous avez l'habitude de voir comment je fonctionne, j'ai tracé ce trait pour l'instant en fin, mais je le surveille parce qu'il indiquerait un triangle inversé, ce qui n'est pas un bon signal. Hein. On connaissait le principe du triangle inversé qu'on avait déjà indiqué sur le Nasdaq et qui avait encore une fois eu raison. On l'attribue à des signes de désorientation des investisseurs. Alors celui-là est malheureusement énorme. Donc vague 1, 2, 3, 4, et la 5e serait la mauvaise vague de rebond, avec un rebond pas étayé et des risques de réplique baissier brutaux. Je rappelle hein, que le triangle et donc celle du Nasdaq hein, qui avait eh bien, fonctionné de la même façon en 5 vagues, avec vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond, 4 de baisse, et puis le 5e mouvement de hausse hein, qui avait été rapidement invalidé, qui avait débouché sur cette forte accélération baissière. Donc prudence quand même, malgré des signaux de mieux à court terme, mais si on regarde eh bien à court terme, c'est du mieux cet avalement haussier. Si on regarde en plus large, bien cet grand triangle symétrique traduit encore une fois pas mal de désorientation, même si on a connu un peu plus de volume, et même si on peut assister à des rebonds importants dans ces configurations. Le triangle sur le Nasdaq avait inversé, avait fait un faux rebond très vite. On peut tout à fait aller rechercher des niveaux cibles à 178, 189, et on en a même vu des plus hauts, aller rechercher la borne haute en vague 5 avant de rebaisser. Donc pour l'instant, on est peut-être stabilisé. En tout cas, il faut absolument préserver. Ce sont des extensions cibles possibles à la baisse. Pour l'instant, il faut absolument préserver ce niveau de 147,50 et puis cette oblique baissière encore plus, donc cette zone clé qui va nous servir de support et de point de repère sur les indices pour le moment, même si effectivement on a rebondi et on a rebondi avec des volumes assez significatifs. Alphabet fait partie des valeurs fortes. Les autres avalements haussiers à surveiller, c'est Microsoft. Très gros avalement, hein, on a ouvert point plus bas et on a englobé la bougie de la semaine précédente complètement sur Microsoft. Donc pour l'instant, les cibles baissières sont remises en cause. En plus, on réintègre ce niveau de 386,40 qui est vraiment un niveau clé. Hein. C'était un niveau important au-delà duquel eh bien, Microsoft avait systématiquement clôturé depuis 1 an et systématiquement testé avant de rebondir. Ça, c'est un trait d'essai, enfin d'objectifs. Et là, on l'avait enfoncé, on le réintègre, donc pour l'instant, sans aller chercher les cibles baissières. Encore une fois, un peu de volume dans le mouvement de rebond, mais des niveaux à préserver. Et là, c'est 386,40 sur Microsoft. Sur Nvidia, on a aussi un avalement haussier. Donc, encore une fois, un gros contre-pied. La bougie de la semaine précédente a englobé la bougie de la semaine du 31 mars. Nvidia est en train de tenter de déborder son oblique baissière formée par les points hauts de la semaine du 24, l'ouverture de la semaine du 24 février, les points hauts du 24 mars et puis le point haut de la semaine dernière. Et on ouvrirait pour l'instant au-dessus. Ce niveau, c'est le niveau de 114,70 qui est à déborder pour qu'Nvidia réactive sa dynamique haussière. L'avalement haussier, évidemment, un signe de force. Hein. On ouvre point bas et puis ce sont les acheteurs qui reprennent la main. Même chose que la pénétrante, mais c'est encore plus marqué, plus puissant. Donc un signal fort, même si, encore une fois, on a connu des volumes importants, mais des séances de décalage qui expliquaient aussi l'ampleur des volumes en question. On a à regarder comme autre avalement Tesla. Tesla qui a formé aussi un petit avalement. Alors un avalement qui, celui-ci, est vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'on voit ces mèches de rejet systématiques dès que Tesla forme des points hauts depuis la semaine du 24 mars. Et je vous rappelle que Tesla, elle avait formé une structure en épaule, tête, épaule, qui eh bien, s'est avéré assez juste et dont la cible se situe entre 166 et 176. Donc une cible qui est pour l'instant sur cette large figure majoritaire. Il faudrait déborder 264 en clôture hebdomadaire, ce qu'on n'a jamais réussi à faire depuis maintenant le début du mois de mars, et au moins pour stabiliser les prix et reformer une configuration haussière. On voit que beaucoup de volatilité. Si on avait eu des mèches basses dans les semaines du début et mi-mars, eh bien c'est systématiquement des rejets dans les rebonds pour Tesla. Donc prudence quand même. Encore une fois, des signaux mitigés dans ce marché. Pour ce qui est des pénétrantes, eh ben, on a eu Amazon qui en a formé une.
comme le S&P, donc ouverture plus bas que la semaine précédente et on clôture au-delà de la médiane. J'insiste pas, vous avez les niveaux graphiques à l'écran pour Amazon en hebdomadaire. Donc encore une fois, des configurations à surveiller, mais vous voyez ces mèches hautes et on n'a pas réactivé, pas débordé 188,70 sur le titre. Donc prudence encore pour l'instant. Et puis la dernière, c'est Meta, même configuration. Donc il y a eu des similitudes dans le marché. C'est un signe d'harmonie. Meta, oui, j'ai eu pas mal de traits d'essais dessus, puisqu'il y avait ce biseau d'épuisement sur Meta. J'enlève cette oblique, ça allégera le graphique. Il faut vraiment repasser sur Meta ce niveau de 577. On voit que, eh bien, on a eu beaucoup de volatilité, on n'a pas franchement été rechercher les tops sur Meta, on est bloqué entre 503 et 577, et puis la borne basse du canal haussier de long terme qui a été rompue, évidemment, au cours de la séquence baissière que vous connaissez. On va aller faire un tour sur nos indices européens et aller voir l'Eurostoxx. L'Eurostoxx eh bien, est en train de tenter de réintégrer des niveaux clés. Ce niveau de 4914 qu'on avait évoqué, pareil, j'enlève des niveaux intermédiaires pour l'instant. La volatilité nous permet de viser des gros objectifs et donc moins d'intraday. On est en train de buter donc, sur ce niveau charnière de 4914 points. Voilà, un peu de ménage. Pardon, j'aurais dû le faire avant. J'ai regardé rapidement les graphiques pour essayer de regarder les valeurs en détail. 4914, ça va être vraiment un niveau charnière, puisque c'est confirmé qu'on sort de la dynamique baissière qu'on avait débordé en début d'année et qu'on a réintégré brutalement. Donc encore une fois, beaucoup de volatilité. Là, vous voyez qu'on a, avant de repartir à la baisse, on a construit pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines avant d'accélérer à la baisse. Donc là, on a pour l'instant une semaine de stabilisation, une deuxième peut-être en cours, il va falloir reconstruire quelque chose de plus fort, donc peut-être comme sur le S&P, latéraliser entre 4782 et 4914 pour recréer un peu une dynamique et recréer un peu de momentum. Alors on peut tout à fait aller rechercher des extensions à 5008 points, mais encore une fois, ça va être des niveaux charnières. Je rappelle que le gros trading range précédent, c'était 4678, 5008, et que c'est le débordement de ce niveau-là qui, à mon sens, nous a permis de sortir de la longue congestion précédente avant d'accélérer à la hausse. Donc pour l'instant, calé entre ces niveaux-là, l'extension basse 4678, l'extension haute 5008. Pour l'instant, on est au-delà de 4782 et on a ce plafond de verre. Donc vous voyez, des configurations graphiques qui laissent du doute. Cette grande bougie, d'ailleurs, témoigne d'indécision. Et on est qu'au début de la semaine sur l'Eurostoxx, qui, eh bien, encore une fois, donne des petits signes de reprise qui se confirment aujourd'hui, mais une force modérée dans l'immédiat et quelque chose qui méritera d'être reconstruit. Quant au DAX, je suis allé retracer les niveaux. Eh bien, on est de la même façon calé entre 19 910 et 20 905. L'alerte de moyen terme, on pourrait l'ajuster ici, on est peut-être en train de la réintégrer. En tout cas, une ouverture en hausse qui se confirme de 75%. On n'a pas des volumes non plus extraordinaires dans ce mouvement de rebond. Encore une fois, du mieux lié à des effets d'annonce. On a un DAX qui a préservé sa ligne de tendance haussière de long terme. Si on duplique le range par le haut et qu'on arrive à déborder 20 905, eh bien, on a des chances d'aller chercher des extensions en direction de 21 800, 830. Ça collerait bien comme résistance en hebdomadaire. Donc la cible suivante, pourquoi pas. Encore une fois, le risque de volatilité, de réintégrer, d'osciller autour de ces niveaux et de créer de nouveaux supports et résistances, puisque là, j'avais fait le ménage avant, mais on a des niveaux intermédiaires intéressants et importants à surveiller aussi de ce côté-là sur le DAX. 20 390 va être le pivot dans cette zone 19 910, 20 905. Donc à surveiller. Quant à notre indice parisien, eh bien, il tente de s'extraire de la large structure de retournement baissière qu'on a évoquée ensemble, cette grosse large épaule-tête-épaule, dont la pente de la ligne de coup est supérieure à ce que voudraient les choses académiques. Mais en tout cas, on a, eh bien, pour l'instant, on tente de déborder ce niveau de 7216 points. On s'éloigne du scénario de baisse trop marqué et la réactivation haussière a l'air de vouloir se mettre en place. Dans ces cas-là, eh bien, on peut envisager
la duplication du range actuel par le haut, c'est-à-dire aller chercher une cible qui se situerait jusqu'à 7600 points. Tant qu'on est au-delà de 7216, attention, encore une fois, on est à l'entame de cette semaine et beaucoup de volatilité à attendre. Et puis l'expiration des marchés dérivés qui fait que bien, les intérêts se sont calés sur certains niveaux clés. Voilà le futur CAC 40 en 14 heures, une conjonction de points ici hein, qui est large, que je laisse volontairement pour bien la marquer, 7225, 7242,5, avec la ligne de coup de la figure équivalente. Pour l'instant, on est tout juste en train de se réinstaller au-dessus. Attention au retour sous ce niveau-là, 7225 points, avec des risques d'extension en direction de 6936, au moins dans un premier temps, pourquoi pas 6610 comme cible si on repartait à la baisse. 7400, c'est la première cible importante. Et puis pour réactiver la dynamique, c'est la zone 7538, 7620. Donc on a encore de la place avant de repartir. On voit que le momentum n'est pas fort, mais il y a eu quelques séances d'intérêt et on voit que dès qu'on est revenu chercher cette zone autour des 7000 points, eh bien, on a eu un peu des mèches acheteuses et ça se confirme doucement pour l'instant. Donc peut-être encore une fois, séquence de stabilisation avant d'y voir plus clair, mais on a stabilisé au moins les marchés à court terme. Pas mal de valeurs et d'actifs à aller voir ensemble. On va commencer par les valeurs et les grosses capis. Je vous avais dit qu'on regarderait LVMH. LVMH, on va se mettre en mensuel pour commencer. Là, le risque est toujours important pour LVMH, à mon sens. Elle est toujours sous cette grosse ligne de tendance de long terme, avec des risques de baisse marqués sous 516, avec des niveaux intermédiaires. Hein, bien entendu, avant 394, on aurait 451. Mais il faut vraiment repasser 576 pour s'affranchir de ce mouvement baissier de long terme. Quand on regarde en hebdomadaire, le titre, eh bien, toujours un peu d'indécision. En plus des annonces particulières pour cette saison de publication, et donc un retour là de 543 avec en mire 576. Donc encore une fois, on peut former des rebonds assez importants sans invalider la tendance baissière. Il faut vraiment s'affranchir de la zone 567-576 pour réactiver à la hausse. Et donc voilà, pour l'instant, on n'a pas de francs signaux de rebond et les volumes ont été assez maigres. Encore une fois, le secteur me semble assez fragile dans l'immédiat. Attention sous 516, là on risquerait d'assister à des mouvements de baisse plus marqués, de réactiver la dynamique baissière. On voit que malgré la stabilisation sur les autres indices, on est loin d'avoir des configurations aussi attrayantes ou aussi fortes, en tout cas à court terme, sur ce titre. Parmi les autres titres, on va regarder à Paris Kering qui pourrait stabiliser sur un niveau d'excès de long terme. Kering, on avait indiqué donc, il y a longtemps hein, une possible réactivation haussière qui a bien entendu été largement invalidée. Si on dézoome, cet avalement aussi, hein, qu'on avait évoqué ensemble, qui a été nettement invalidé, mais le titre est allé quasiment chercher sa cible suivante à 144, c'est un gros support de très long terme, 144, cette zone de clé à 144, 161, elle est allée la tester. C'était aussi la borne basse, la borne haute du biseau duquel elle avait tenté de s'extraire. Et on voit que le titre eh bien, a pour l'instant stabilisé dessus de la même façon. Un petit peu de divergence, on a rebondi un petit peu, mais ce sont des volumes qui sont très maigres aussi. On n'a pas de francs signaux de réactivation haussier dans l'immédiat. Donc à surveiller parmi les titres. Un titre qui se comportait un petit peu mieux à l'ouverture et qui confirme, c'est Eurofins. Eurofins, quand on dézoome en mensuel, eh bien, on peut constater que le titre a été beaucoup plus stable que le reste du marché dans cette séquence baissière. Il a préservé 46,50, il est bloqué sous 52,44. C'est un titre qui surperforme à mon sens en ce moment et qui est en hausse aujourd'hui de 4,53, et ce n'est pas qu'à mon sens d'ailleurs, hein, c'est au sens de l'analyse graphique, la surperformance est nette par rapport à l'indice parisien, et ce depuis le début du mois de mars, donc c'est assez récent, mais cette grande stabilisation, bien, elle pourrait déboucher sur une réactivation haussière, hein. Je rappelle qu'on est toujours au sein d'un canal baissier de long terme, et que bien, pour l'instant on préserve depuis le mois de décembre ce niveau de 46,50 en clôture mensuelle. Encore une fois, il faut activer, déborder 52, 44 et puis la borne haute du canal baissier à 53,80 pour activer la dynamique haussière. Mais ça fait partie des titres les plus forts
Pour les titres qui sont en devenir, je regardais toujours Airbus, et j'avais repéré une grosse divergence de MACD qui vient confirmer. Je regarde peu d'indicateurs, enfin je vous en affiche peu, parce que c'est pour moi quelque chose qui vient confirmer l'évolution des prix. On va ajouter le MACD ici en mensuel. Regardez comme il traduit l'idée de prudence à long terme, hein, sur le titre. On a formé un plus haut sur la ligne de MACD, MACD line. On a rompu la ligne de signal, réactivé la dynamique haussière et regardez cette grosse divergence. On forme sur ce double sommet possible que je vous ai déjà montré, un plus haut puis un nouveau plus haut, mais encore une fois ça peut être, hein, une figure de double top même s'il y a eu la volatilité, hein, on a une tolérance si le niveau n'est pas exactement le même, donc des niveaux plus hauts, alors que sur la volatilité on le voit bien, on a formé des plus bas et on a toujours un croisement de la ligne de la MACD line vers le bas, et donc cette divergence, donc pas de momentum, attention, donc des rebonds de court terme encore une fois qui peuvent se mettre en place, mais attention à une saison de publication qui va être compliquée, et on sait que le secteur de l'aviation peut être touché par cette guerre tarifaire assez franchement. Donc du mieux dans ce range 126,70, 142 que je peux réépaissir maintenant, mais qui reste en rouge. Une zone de trading range à surveiller. Il faut repasser ce niveau de 142 pour, eh bien, aller invalider une partie de la dynamique baissière et aller rechercher des extensions de plus long terme après ce grand épisode de volatilité qu'on a connu. Encore une fois, c'est pas dans des volumes pour l'instant qui sont extraordinaires. Et si on regarde en journalier, on voit que le rebond de 3% du jour se forme après. Il est cohérent avec la très grande volatilité qu'on a connue précédemment. C'est un petit rebond dans un grand mouvement de volatilité. Encore une fois, les choses semblent vouloir se caler, se calmer, mais attention à ces grosses divergences qu'on observe en mensuel. Je rappelle que si le double sommet est validé, c'est à la rupture de 126,70, et dans ces cas-là, on pourrait dupliquer le mouvement par le bas, ça renverrait Airbus à 84,10. Donc encore une fois, prudence. Même si on a un petit peu de mieux à court terme, on n'est pas obligé d'être agressif dans ce marché et il va falloir être vigilant et ne pas hésiter à prendre du bénéfice. Et on m'a redemandé de regarder Orange, qui continue sa surperformance depuis plusieurs semaines maintenant. Orange, eh bien, pas d'invalidation, elle continue son parcours haussier et sa surperformance très nette. On était sorti du range 9,07, 10, 38 pour aller chercher 11,90. Des niveaux, là je vais dézoomer carrément en trimestriel pour le titre. Dans ces cas-là, c'est toujours important. La prochaine grosse cible pour le titre, c'est 14,80. On peut le retrouver en dupliquant les ranges précédents. On avait aussi indiqué, hein, qu'on avait cette possible grande structure d'accélération, latéralisation. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on retrouve nos niveaux 14,30. 14,80. Pas d'invalidation tant qu'on est au-delà de 11,90. Attention quand même à court terme à la préservation de ce niveau, mais c'était dans l'ensemble du marché, il y a eu de la volatilité, mais des volumes un peu lourds dans ce mouvement de baisse et qu'on ne retrouve pas dans les mouvements haussiers récents, mais ça surperforme, donc pourquoi pas encore conserver le titre. On n'a aucune figure de retournement à court terme, mais plutôt toujours cette surperformance du titre, même si elle est un peu plus modeste depuis quelques jours dans le rebond qu'on est en train d'enregistrer actuellement. Donc Orange reste aussi, tant qu'on préserve ce niveau de 11,90. Je voulais montrer quelques autres valeurs. Valorec que je ne vous ai pas montré depuis quelques temps. Valorec qui est revenu sur des niveaux qui peuvent être intéressants. On n'a pas tout à fait rallié la ligne de tendance haussière de long terme. Et une réaction importante au-delà de ce niveau charnière dont on a souvent parlé ensemble, 14,48 que j'ai laissé en noir. Je vous rappelle, je vais enlever la ligne de MACD pour refaire la place au prix. Voilà, un Valorec qui évoluait sous un triangle rectangle depuis mai 2020, qui en est sorti, formé un premier throwback, peut-être un deuxième en ce moment, et qui a toujours, à mon sens, pour cible 25,08. Alors c'est un titre qui est exposé au pétrole, c'est sûr, mais moins exposé aux tarifs que les autres. Donc
pour l'instant, tant qu'on est au-delà de 14,48, ça peut être des points d'entrée pour un investisseur de long terme, mais encore une fois, avec toutes les précautions d'usage que j'ai avec vous depuis quelques temps, mais une réaction qui est intéressante et une hausse de plus de 5%, près de 6% aujourd'hui. Donc un titre qui se comporte plutôt bien dans l'immédiat et qui revient sur des niveaux attractifs après une accélération baissière un peu marquée, un petit sell-off comme l'ensemble du marché lié notamment à la baisse du pétrole. Les autres titres intéressants à surveiller, eh bien c'est Ruby qui se comporte pareil de façon surperformante. Alors encore une fois, on n'a pas toujours en ce moment des configurations qui sont particulièrement haussières, mais il est intéressant quand les marchés baissent comme ils l'ont fait récemment, d'aller chercher les titres qui surperforment. Et c'est le cas de Ruby qui a une réaction assez franche. On voit cette mèche en mensuel qui lui permet de réintégrer ce support à 25,18. Là, j'ai un graphique un peu simplifié sur le titre, hein. On a été chercher ce niveau de support important pour Ruby à 21,74. Accélération haussière, on n'a pas des volumes non plus extraordinaires encore, hein. Ça traduit toujours cette idée que même pour les titres les plus forts, eh bien, le volume reste assez modeste pour l'instant, et avec en extension et des cibles possibles du côté de 30,82. Encore une fois, une réaction qui paraît intéressante. On a eu sur Ruby aussi cette réaction assez intéressante la semaine dernière, avec bien une pénétrante aussi, hein, accélération baissière à l'ouverture de la semaine dernière, pour aller clôturer au-delà ou autour de la médiane de la semaine précédente. Donc encore une fois, et puis un gap haussier cette semaine, donc toujours signe de force dans ce marché qui pour l'instant ne se dément pas, 7% de hausse pour le titre, mais qui a encore manifestement du potentiel. Un autre titre qu'on a regardé plusieurs fois et qui, eh bien, je vous avais proposé la semaine dernière, il me semble, et qui a l'air de confirmer, c'est Equasens. Equasens, la semaine dernière, elle a formé un avalement aussi important, très marqué, accélération baissière et puis hausse importante avec une clôture sur ses plus hauts de la semaine. Elle ouvre en plus cette nouvelle semaine avec un petit gap. Pour l'instant, la bougie n'est pas encore très convaincante, mais on sortirait enfin d'un biseau et d'une structure baissière pour Equasens que j'ai regardé plusieurs fois avec vous. Et donc, eh bien, cette structure en biseau, eh bien, j'aurais pu la réajuster, mais elle a pour pied au moins ce niveau de 46,10 et pourquoi pas des extensions qui pourraient mener à long terme à 55. On n'y est pas encore, il faudra reconstruire, mais en tout cas un mouvement d'épuisement dans la baisse qui se traduit bien sur le titre aujourd'hui, même si de la même façon que sur les autres, les volumes, c'est ce que je regarde toujours, sont quand même assez modestes encore pour l'instant, mais du mieux. Un dernier titre qui bien, n'a pas donné de signe de réactivation aussi fort, mais qui bien, surperforme timidement, qui a connu des volumes lourds, mais de moins en moins lourds dans les derniers mouvements de baisse, et qui se stabilise autour d'un support de long terme, c'est Alten que vous avez sous les yeux. Alors Alten, hein, qui a un grand parcours baissier de long terme, mais qui pourrait faire partie des recoveries. Alten est allé tester et préserver ce niveau de support à 77,30, on peut même l'ajuster à 74,60. Pour l'instant, à long terme, ça n'est pas encore très convaincant, mais la légère surperformance des dernières heures, la réaction haussière en ce début de semaine, et puis la préservation de ce niveau avec cette accélération haussière, retour sur le niveau, eh bien, pourra permettre d'envisager un double bottom aussi, avec dans ce cas-là une ligne de coup qui est située ici. Et donc, ben, si on arrive à rallier 103,20, on peut dupliquer la zone 74,60, 103,20 par le haut pour envisager des retournements de plus long terme. Encore une fois, c'est en devenir. On est toujours dans un marché où eh bien, je me creuse la tête pour trouver des valeurs intéressantes et qui surperforment un peu. Mais vous avez compris que ça n'est pas systématiquement facile. Et le cas, voilà pour les valeurs. On va regarder maintenant d'autres actifs. Je voulais faire un tour sur l'euro-dollar et puis on ira voir l'or sur lequel on a des signaux intéressants et l'argent qui se comporte très bien comme on l'escomptait dans ce mouvement. Alors l'euro-dollar, graphique hebdomadaire ici, on va dézoomer une seconde en mensuel. L'euro-dollar, c'est ça l'enjeu. On est en train de tenter de déborder la ligne de tendance baissière active depuis 2011, retestée en 2014, en 2020 et 2021, et on y revient. Donc, est-ce qu'on va réussir à confirmer ce retour de l'euro contre le dollar, donc cette faiblesse du dollar? Attention, faiblesse du dollar qui serait donc préjudiciable aussi pour les indices américains, signe de défiance contre les marchés américains et donc signe de risque
pour les marchés d'une façon générale. Donc, encore une fois, des éléments qu'on surveille en ce moment. On est en train de déborder cette zone 1,1036, 1,1114 selon qu'on veut être plus ou moins prendre la borne la plus serrée ou la borne la plus large. Pour l'instant, c'est effectivement un 11-14 qui a bien été débordé aussi. Dans ce cas-là, on peut viser des extensions. Alors, je vais me remettre en mensuel, ce sera plus lisible. Des extensions de la taille du range précédent, 1,1036, 1,0515, 1,1036. Dans ces cas-là, ça renvoie à 1,1548. Si on considère que c'est 1,1114 la cible et la sortie du range actuel, eh bien, on peut dupliquer de la même façon et on aura une cible qui est aux alentours de 1,16, 1,17, 62 qu'on va marquer ensemble aujourd'hui. 1,1762. Et si on est encore plus haussier sur l'euro, on peut intégrer dans la figure, là, dans ce cas-là, je prends les mèches et la fausse sortie. Ah, erreur de flèche. Je prends les mèches et la fausse sortie du mois de février dernier. Et dans ce cas-là, on prend la grande partie du range et on peut envisager des extensions dans direction de 1,20. Scénario qui n'est pas à exclure, 1,21,02, scénario qui n'est pas à exclure compte tenu de la configuration actuelle. Donc, pour l'instant haussier, on n'arrive pas à accélérer, et pour l'instant à court terme, peut-être ce petit contre-pied, puisque on entame la semaine, vous voyez, contre ce niveau de résistance, cette oblique qu'on regardait ensemble, qui est ici avec des mèches de rejet systématiques. Encore une fois, quand des mouvements de telle ampleur se produisent, eh bien, il peut y avoir des rejets de quelques jours et aller se rappuyer, aller former des throwbacks sur la ligne avant de repartir à la hausse. Pour l'instant, ça reste haussier pour l'euro-dollar. Dernier actif que je voulais vous montrer, c'est l'or, et on va aller comparer l'or et l'argent. L'or reste haussier et la hausse sur l'or ne se dément pas pour l'instant, même si on baisse de 0,88% en ce début de semaine. J'ai supprimé mes non, voilà, c'est ça que je cherchais, pardon, en mensuel. Voilà. L'or, tant qu'on est au-delà de 3120, première cible c'était 3198, j'ai réajusté un peu les niveaux, et bien l'extension peut mener jusqu'à 3574 à long terme. Or, on a eh bien, remarqué qu'il y avait des positions importantes ouvertes sur certains produits, sur l'or, sur les options, et peut-être dans ce contexte de prudence un peu exacerbée, eh bien des niveaux de risques qui sont toujours importants. Et c'est aussi un des facteurs qui me rend dubitatif sur le marché, c'est que quand tout va bien ou quand tout va mieux, on a tendance à moins se réfugier sur les actifs en refuge. Et en l'occurrence, l'or eh bien, reste quand même très tendu et on pourrait avoir des extensions haussières à court terme, encore une fois. Donc, quand on regarde le mouvement de l'or, on peut le comparer, et c'est ça que je voulais vous montrer, à l'argent qui est... Alors, d'argent que j'avais soigneusement préparé avant et que j'ai plus ici, je voulais mettre tout de suite. XAGUSD, voilà le code, et on revient sur l'or pour pouvoir le comparer avec l'argent. Vous allez voir, la corrélation entre les deux est assez remarquable à long terme, et justement, ça n'est plus le cas ces derniers temps. Voilà. Je vais pas y arriver. Vous l'avez ici. On va supprimer les traits, que ce soit plus lisible. Voilà. Et la comparaison entre les deux actifs est assez remarquable sur le long terme. La couleur n'est pas agréable pour bien comparer. Décidément, je vais y arriver, que j'avais mis l'euro avant.
Je vais rajouter une fois, excusez-moi, l'argent et j'espère que j'obtiendrai une couleur, voilà, qui sera moins désagréable à regarder et qui sera plus lisible. Regardez la grande corrélation, on va se mettre en trimestriel pour le voir. La grande corrélation historique entre l'or et l'argent, elle est assez remarquable, hein, bien entendu. Et vous voyez le retard qu'a l'argent depuis quelques semaines sur l'or. Voilà, on le voit très bien ici. Je vais me décaler un peu. Voilà, le retard qu'a l'argent sur l'or, hein, qu'on peut noter assez nettement ici. Autant la corrélation était quasi systématique, hein, on le voit bien, mouvement systématique. Et puis là, on s'est arrêté sur l'argent alors que l'or a bien accéléré. Donc encore une fois, un potentiel de rattrapage important. Voilà, j'ai fini par réussir à vous le montrer, pardon pour la petite erreur de manipulation. Mais donc, encore une fois, l'or a bien progressé et il y a peut-être encore un petit potentiel à court terme. Donc, encore une fois, de la prudence dans ce marché et bien peut-être un peu de tension aussi sur les matières premières. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner pour ce début de semaine qui va être très bien écourté, important, technique. Et encore une fois, on va continuer à essayer de repérer les intérêts dans ce marché qui donne un petit peu de mieux, mais qui reste assez vulnérable à mon sens. Excellente semaine à toutes et à tous.